La journée s'ouvre sur une tension presque palpable à l'institut, une de celles qui s'insinue sans bruit, qui se dépose sur les épaules avant même que les mots ne soient prononcés. Anouk Revero le ressent dès les premières minutes, comme si chaque couloir du double lui rappelait que rien n'est réglé, que la tempête n'a fait que changer de forme. Marc a été clair, elle doit garder ses distances avec Joséphine Garnier, désormais revenue en cours, pour éviter que la situation ne dégénère encore. Mais se taire n'a jamais été simple pour Anouk, surtout quand la vérité menace de lui échapper. Au double A, l'absence de Joséphine est un vide lourd, presque incongru. Elle s'est fait remplacer, laissant derrière elle une brigade désorientée et une chef qui se demande si son autorité n'est pas en train de lui glisser entre les doigts. Anouk observe ses élèves avec un soupçon nouveau. Chacun d'eux pourrait être le regard qui l'espionne, la main qui manipule les menus, la source des messages qui la harcèlent. Elle tente de se raccrocher à l'essentiel, à la cuisine, mais même les gestes les plus mécaniques semblent trahir son trouble intérieur. Pendant ce temps, ailleurs à l'institut, Lou Novak avance avec une retenue inhabituelle. Il vient prendre des nouvelles de Joséphine, porté par un mélange de culpabilité et d'espoir maladroit. Les mots qu'il prononce sont lourds, presque trop grands pour lui. Il donnerait tout pour effacer ses erreurs, pour être pardonné. Mais Joséphine, droite et digne, n'est pas prête à tourner la page. La blessure est encore vive, la trahison trop récente. Elle écoute, mais ne cède rien, consciente que pardonner trop vite serait se trahir elle-même. Dans un autre coin de l'institut, Milan Emery rumine une colère sourde. Face à Anaïs Grimbert, il laisse échapper sa frustration contre une cliente qu'il juge méprisante, persuadé qu'il sera toujours fautif dès qu'il ouvre la bouche. Il aurait voulu le soutien d'Anaïs, un geste clair, mais elle hésite, tiraillée entre son affection pour lui et sa peur de voir leur relation exposée à l'hôtel Jourdain. Cette retenue, même involontaire, laisse Milan avec l'impression d'être seul face au monde. À l'institut, les conseils pleuvent sans toujours tomber juste. Léonard Tessier encourage Gaspard Delange à prouver à Maya qu'il tient à elle, à travers une attention sincère, avant que la lassitude ne s'installe. Gaspard écoute, convaincu que l'amour doit parfois se démontrer, mais il ignore encore à quel point cette initiative va le mettre en difficulté. La solidarité se manifeste là où Anouk l'attend le moins. Anaïs lui assure un soutien sans faille, la convainc qu'elle est à sa place au double A, qu'elle ne doit pas fuir sous la pression. Ces mots, simples mais francs, offrent à Anouk une respiration salutaire. Peu après, Lou remercie Clotilde Armand d'avoir voté contre son exclusion. Joachim, témoin de cette scène, savoure ce rare moment d'unité familiale, allant jusqu'à taquiner Clotilde et Lou en les surnommant les coincés des émotions. Un câlin maladroit mais sincère scelle cet instant suspendu. La tension, pourtant, n'est jamais loin. À l'hôtel Jourdain, une cliente se plaint d'un moustique tigre qui la harcèle. Les exigences fusent, pas de produits toxiques, pas de solutions inefficaces. La pression retombe sur Milan, sommé de régler le problème sans laisser de traces. Quand le moustique le pique au cou, la frustration éclate, il se laisse aller à des mots de trop, laissant présager une suite explosive. Cette explosion ne tarde pas. La même cliente revient, affirmant qu'une bague a disparu de sa chambre. Sans hésiter, elle accuse Milan, le film, exige qu'il vide ses poches devant tout le monde. Les mots qu'elle emploie sont violents, humiliants. Le terme de « racaille » claque comme une gifle. Milan perd le contrôle, répond par une insulte cinglante, et la cliente promet de ne pas en rester là. L'incident marque un point de non-retour, Milan comprend qu'il vient de franchir une ligne dangereuse. À l'institut, la menace se précise autour d'Anouk. Fleur Pessin lui annonce que les menus ont été trafiqués. Caché à l'intérieur, un article sur la mort du second Anouk, comme un rappel cruel de ce passé qui refuse de rester enfoui. Presque aussitôt, un nouveau SMS arrive, le chantage se durcit, exigeant sa démission. Anouk vacille, se demande si l'un de ses propres élèves ne serait pas le maître chanteur. La suspicion s'installe, corrosive, et menace de fissurer la confiance qu'elle tente encore de préserver. Pendant ce temps, une parenthèse plus intime se dessine. Gaspard a transformé sa chambre en décor romantique, pétales de rose et dîner aux chandelles compris, espérant toucher le cœur de Maya. Mais la réaction qu'il obtient est loin de ses attentes, elle est mal à l'aise, presque gênée, et soupçonne une faute cachée derrière tant d'efforts. Leur échange, sincère et désarmant, les ramène à l'essentiel, ils s'aiment tels qu'ils sont, sans artifice, sans mise en scène. La journée se referme sur une confidence lourde de sens. Fleur avoue à Bérénice Delobel son crush pour Lionel Lano, et la douleur qu'elle ressent en le voyant amoureux de Juliette. Lionel, conscient du malaise, vient lui parler.
il tient à leur amitié, refuse qu'elle pense le contraire. Mais Juliette surgit, interrompant la conversation, comme un rappel silencieux de la place qu'elle occupe déjà. C'est alors qu'une révélation trouble Fleur. Juliette vient du même village que le second Anouk, celui dont la mort hante encore l'institut. La coïncidence est trop frappante pour être ignorée. Avec Joséphine, les doutes s'accumulent, dessinant l'ombre d'un soupçon inquiétant. Et tandis que la nuit tombe sur l'institut, chacun sent confusément que cette vérité, une fois révélée, pourrait tout faire basculer. La nuit n'apaise rien, elle amplifie au contraire les pensées qui refusent de se taire. À l'institut, le silence devient un terrain glissant où chaque pas résonne trop fort, comme si les murs eux-mêmes conservaient l'écho des soupçons. Anouk Revero ne parvient pas à trouver le sommeil. Les images des menus trafiqués se superposent à celles du second disparu, et le message reçu plus tôt s'impose à elle avec une brutalité froide. La menace n'est plus abstraite, elle est précise, presque intime, comme si quelqu'un connaissait ses peurs mieux qu'elle-même. Au petit matin, Anouk traverse le double avec une vigilance nouvelle. Elle observe les regards, les silences trop appuyés, les gestes qui semblent anodins mais qu'elle interprète désormais comme autant de signaux possibles. Chaque élève devient une hypothèse, chaque échange une pièce manquante d'un puzzle dont elle redoute l'image finale. Elle tente de garder contenance, consciente que la moindre faiblesse pourrait être exploitée contre elle, mais la pression la ronge de l'intérieur. Dans ce climat tendu, Fleur Pessin et Joséphine Garnier se retrouvent à l'écart, loin des oreilles indiscrètes. Leur conversation est basse, presque conspiratrice. Fleur revient sur la coïncidence qui la trouble, le village d'origine de Juliette, identique à celui du second Anouk. Elle se demande si ce détail n'est pas la clé qu'elle cherchait depuis le début. Joséphine, plus réservée, pèse chaque mot, consciente de la gravité d'une telle accusation. Soupçonner sans preuve peut tout détruire, mais ignorer ce lien pourrait être tout aussi dangereux. Leur réflexion s'enrichit d'un malaise plus profond, et si le maître chanteur n'était pas animé par une simple vengeance, mais par une volonté méthodique de pousser Anouk à bout? L'idée s'impose lentement, comme une évidence douloureuse. Joséphine repense à ses propres erreurs, à sa capacité passée à sous-estimer certaines menaces. Elle se promet de ne plus commettre cette faute, même si cela implique de regarder la vérité en face, aussi dérangeante soit-elle. Pendant ce temps, à l'hôtel Jourdain, Milan et Marie tentent de reprendre pied après l'incident de la veille. Les regards qu'on lui lance ne sont plus les mêmes, chargés de méfiance et de jugement. La scène avec la cliente l'a laissé à vif, humilié, et surtout inquiet des conséquences à venir. Il repasse en boucle les mots qu'il a prononcés, conscient qu'ils pourraient lui coûter cher, mais incapable de regretter totalement une réaction née d'un sentiment d'injustice trop longtemps accumulé. Cette injustice, il la ressent jusque dans ses échanges avec Anaïs. Leur relation, qu'il voudrait plus simple, se heurte à la peur constante du scandale. Il aurait voulu qu'elle prenne sa défense ouvertement, qu'elle dise non à cette cliente qu'il a traitée comme un coupable par défaut. À la place, il n'a perçu qu'une prudence maladroite, qui a renforcé son sentiment d'isolement. Milan se promet de ne plus se taire, même si cela doit le mettre en porte-à-faux avec tout le monde. À l'institut, les rumeurs commencent à circuler, insidieuses, comme un poison lent. On murmure à propos d'Anouk, de ses erreurs supposées, de ce passé qui refait surface. Certains se demandent à voix basse si elle mérite encore sa place, d'autres se contentent d'observer, fascinés par cette chute annoncée. Anouk capte ses regards, ses demi-sourires, et sent la colère monter. Elle se refuse à céder à la panique, mais la solitude devient écrasante. C'est dans ce contexte que Lionel Lano se retrouve malgré lui au cœur d'une tension qui le dépasse. Il sent que quelque chose cloche entre Fleur et Joséphine, perçoit les silences lourds quand Juliette est évoquée. Il voudrait rester en retrait, préserver une forme de neutralité, mais il comprend que cela devient impossible. Sa relation avec Juliette attire les regards, suscite des interrogations qu'il n'avait pas anticipées. Juliette, de son côté, semble sentir ce changement d'atmosphère. Elle se montre plus réservée, moins spontanée, comme si elle cherchait à se protéger d'un danger invisible. Fleur observe ses réactions avec une attention accrue, interprétant chaque hésitation comme un indice potentiel. Pourtant, une part d'elle lutte contre cette suspicion, tiraillée entre sa douleur personnelle et le besoin d'objectivité. Accuser Juliette, c'est aussi accepter que Lionel puisse être lié, même indirectement, à la chute d'Anouk. Dans un moment de lucidité, Joséphine tente de tempérer les ardeurs de Fleur. Elle rappelle que les coïncidences existent, que la vérité se cache parfois là où on ne l'attend pas. Mais au fond d'elle-même, elle ne parvient pas à chasser ce pressentiment oppressant. Trop d'éléments s'alignent, trop de détails s'imbriquent pour être ignorés sans risque.
À mesure que la journée avance, la pression s'intensifie. Anouk reçoit un nouveau rappel, plus implicite mais tout aussi menaçant. Elle comprend que le temps joue contre elle, que chaque heure qui passe sans réponse renforce le pouvoir de son maître chanteur. Elle hésite entre se battre ouvertement et se retirer pour protéger l'Institut. Ce dilemme la déchire, car il touche à l'essence même de ce qu'elle est, une chef, mais aussi une femme refusant de céder à l'injustice. Au crépuscule, Fleur et Joséphine conviennent d'une chose essentielle. Elles doivent observer, écouter, recouper. Plus question de simples intuitions, il leur faut des faits. Elles savent que la moindre erreur pourrait détruire des vies, mais elles savent aussi que rester passives serait pire encore. Et tandis que la nuit retombe sur l'Institut, une certitude silencieuse s'impose à elle. Le jeu du maître chanteur entre dans une phase décisive, et personne n'en sortira indemne. Le jour suivant s'installe dans une atmosphère lourde, presque étouffante, comme si l'Institut retenait son souffle. Anouk Revero avance avec une détermination fragile, consciente que chaque minute passée sans agir renforce l'emprise de celui ou celle qui la harcèle. Elle se réfugie dans le travail, affine des plats, corrige des gestes, mais la cuisine ne suffit plus à masquer la peur sourde qui la traverse. Derrière chaque porte, elle croit percevoir une menace, une vérité prête à éclater. Dans l'ombre, Fleur Pessin et Joséphine Garnier poursuivent leur observation minutieuse. Elles ne parlent plus de soupçons à voix haute, préférant échanger des regards, des silences lourds de sens. Fleur note mentalement chaque détail, chaque hésitation de Juliette, tandis que Joséphine s'efforce de garder une distance analytique. Pour elle, l'émotion est un piège, et elle sait que Fleur est dangereusement proche d'y tomber. Cette prudence n'empêche pas les doutes de s'intensifier. Joséphine se souvient des conséquences de sa propre naïveté passée, des erreurs qu'elle a payées cher. Elle refuse de laisser Anouk sombrer de la même façon. Pourtant, une question la hante, et si elle se trompait de cible ? L'idée que le maître chanteur puisse se jouer d'elle en manipulant leurs intuitions la met mal à l'aise, mais elle n'ose pas encore la formuler. Au cœur de ces tensions, Lionel Lano se sent pris au piège d'un malaise diffus. Il perçoit que Fleur et Joséphine l'observent différemment, comme si sa proximité avec Juliette le plaçait malgré lui dans une zone grise. Lionel tente de rester naturel, mais chaque interaction devient plus pesante. Il sent que son bonheur amoureux, qu'il croyait simple et évident, se transforme en source de suspicion. Juliette, elle aussi, ressent cette pression nouvelle. Elle parle moins, se replie sur elle-même, comme si elle cherchait à se protéger d'un jugement imminent. Fleur observe ce retrait avec un mélange de tristesse et de méfiance. Une partie d'elle voudrait croire à l'innocence de Juliette, ne voir dans cette coïncidence qu'un hasard cruel. Mais l'autre, plus lucide ou plus blessée, s'accroche à l'idée que la vérité se cache souvent derrière ce qui dérange le plus. Pendant ce temps, loin de l'Institut, Milan Emery affronte les retombées de son éclat à l'hôtel Jourdain. La direction ne cache plus son agacement, et les murmures des collègues deviennent oppressants. Milan tente de défendre son honneur, d'expliquer qu'il n'a fait que répondre à une humiliation injustifiable. Mais ses paroles se heurtent à une réalité froide. Dans ce genre de conflit, la colère ne joue jamais en faveur de celui qui la laisse exploser. Ce sentiment d'injustice ravive chez lui une rage qu'il peine à contenir. Il pense à Anaïs, à son silence, à cette absence de soutien qui lui fait plus mal qu'il ne l'aurait cru. Milan comprend qu'il ne peut plus se contenter d'attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Il sait que son avenir est en jeu, et que chaque décision prise désormais pèsera lourd. À l'Institut, Anouk est convoquée pour un échange tendu. Les mots sont mesurés, mais le message est clair. Sa situation fragilise l'établissement. Cette remarque, bien que formulée avec diplomatie, agit comme un coup de poignard. Anouk réalise qu'elle n'est plus seulement victime d'un chantage personnel, mais aussi d'une logique institutionnelle prête à la sacrifier pour préserver l'image de l'école. Cette prise de conscience la laisse désemparée, mais aussi étrangement lucide. Fleur et Joséphine apprennent rapidement l'existence de cette pression hiérarchique. Pour elles, le compte à rebours s'accélère. Chaque hésitation pourrait coûter la carrière d'Anouk, voire bien plus. Elles échangent un regard grave, le moment de rester en retrait est peut-être révolu. Mais agir trop vite pourrait tout faire basculer dans le mauvais sens. Lionel, de son côté, se débat avec un conflit intérieur. Il tient à Fleur, à leur amitié, et ne supporte pas l'idée qu'elle souffre en silence. Pourtant, il refuse de remettre en question ses sentiments pour Juliette sur la base de simples suppositions. Cette position le place dans une impasse émotionnelle. Quoi qu'il fasse, quelqu'un sera blessé. La journée s'achève dans une tension extrême. Les certitudes se fissurent, les alliances deviennent fragiles, et chacun semble avancer sur un fil.
Fleur et Joséphine savent désormais que leurs prochaines découvertes seront décisives. Anouk, elle, se tient au bord d'un choix impossible. Et dans cette attente fébrile, une question demeure suspendue. Lorsque la vérité éclatera, qui en sortira indemne? La tension atteint un seuil critique lorsque l'institut bascule dans une étrange torpeur de fin de journée, celle où les couloirs se vident mais où les secrets, eux, semblent se multiplier. Anouk Revero sent que l'étau se resserre. Les échanges avec la hiérarchie résonnent encore dans sa tête, et chaque mot prononcé plus tôt lui paraît désormais chargé d'une menace implicite. Elle comprend que sa marge de manœuvre se réduit, que le chantage n'est plus une simple affaire personnelle mais un levier capable de l'éjecter de l'institut. Dans ce climat oppressant, Fleur Pessin et Joséphine Garnier décident de franchir un pas supplémentaire. Elles cessent de se contenter d'observer et commencent à confronter les faits, à recouper les informations avec une rigueur nouvelle. Fleur, habituellement guidée par l'instinct, s'efforce de canaliser ses émotions, consciente que la moindre erreur pourrait être fatale. Joséphine, plus méthodique, insiste pour que chaque indice soit vérifié, replacé dans un contexte plus large. Cette démarche les mène à revisiter certains détails qu'elles avaient laissés de côté. Les messages reçus par Anouk, leur ton, leur timing, la manière dont ils exploitent sa culpabilité et ses failles. Joséphine remarque que le maître chanteur semble toujours agir au moment précis où Anouk commence à reprendre le dessus, comme s'il surveillait chacun de ses pas. Cette observation nourrit une inquiétude plus profonde. Quelqu'un, très proche, pourrait avoir accès à des informations confidentielles. Pendant ce temps, Lionel Lano tente de préserver un semblant de normalité. Il se raccroche à sa relation avec Juliette, mais même ces moments d'intimité sont désormais teintés de malaise. Il sent que Juliette se ferme, qu'elle choisit ses mots avec une prudence inhabituelle. Cette distance le trouble, car elle semble trahir une peur qu'il ne parvient pas à identifier. Fleur, observant cette évolution, se sent déchirée. Sa jalousie, qu'elle s'efforce de taire, se mêle à un sentiment de responsabilité écrasant. Et si son intuition était juste? Et si Juliette cachait quelque chose d'essentiel? Pourtant, chaque fois qu'elle se pose la question, une autre voix s'élève en elle, lui rappelant qu'accuser sans preuve peut détruire bien plus que ce que l'on cherche à sauver. À l'hôtel Jourdain, Milan Emery encaisse les conséquences de la tempête qu'il a déclenchée. Les discussions avec la direction sont tendues, presque humiliantes. On lui rappelle les règles, l'image de l'établissement, les attentes en matière de comportement. Milan se sent piégé dans un rôle qu'il n'a pas choisi, celui du fautif idéal. Cette injustice nourrit un ressentiment profond, mais aussi une détermination nouvelle. Il refuse désormais de se laisser réduire à une caricature. Cette colère, cependant, le rend vulnérable. Il sait que la moindre erreur supplémentaire pourrait lui coûter sa place. Cette prise de conscience le pousse à se contenir, à mesurer chaque geste, chaque parole, même si cela lui donne l'impression de se renier. Dans ce combat intérieur, Anaïs reste en arrière-plan, présente mais distante, comme un rappel constant de ce qu'il risque de perdre. De retour à l'institut, Anouk se retrouve face à un choix déchirant. Se retirer volontairement pourrait apaiser les tensions, protéger l'école et ses élèves, mais ce serait aussi céder au chantage, accepter une culpabilité qu'elle n'assume pas. Rester, en revanche, signifie affronter la tempête de front, au risque de tout perdre. Cette décision, lourde de conséquences, la plonge dans une solitude écrasante. Fleur et Joséphine, conscientes de l'urgence, échangent enfin une hypothèse qu'elles n'osaient formuler jusque-là. Si Juliette est réellement impliquée, alors Lionel pourrait être utilisé comme un simple pion, un moyen d'approcher Anouk sans éveiller les soupçons. Cette idée les glace, tant elle bouleverse l'équilibre émotionnel déjà fragile qui les entoure. La nuit tombe à nouveau sur l'institut, mais elle n'apporte aucun répit. Les certitudes se fissurent, les relations se tendent, et chacun sent que le point de non-retour approche. Fleur et Joséphine savent qu'elles doivent agir bientôt, quitte à provoquer une confrontation directe. Anouk, quant à elle, se prépare intérieurement à affronter une vérité qui pourrait la briser. Et dans ce silence pesant, une certitude s'impose, le masque du maître chanteur ne pourra plus rester intact très longtemps. L'aube suivante se lève sur un institut à bout de nerfs, comme si chaque pierre avait absorbé la tension des heures passées. Anouk Revero se prépare à affronter la journée avec une résolution fragile mais déterminée. Elle sait que le temps ne joue plus en sa faveur. Les messages de chantage, même lorsqu'ils se taisent, résonnent encore en elle, rappelant que l'ultimatum approche. Dans ce silence trompeur, Anouk comprend que l'absence de menaces explicites est parfois plus inquiétante que les mots eux-mêmes. À l'institut, Fleur Pessin et Joséphine Garnier franchissent une nouvelle étape dans leur réflexion.
Elle ne cherche plus seulement à accumuler des indices, mais à comprendre la logique qui relie chaque événement. Joséphine insiste sur un point essentiel. Le maître chanteur semble anticiper les réactions d'Anouk, comme s'il connaissait ses failles émotionnelles et professionnelles. Cette précision trouble profondément Fleur, qui se demande jusqu'où va cette proximité invisible. La question de Juliette revient inévitablement au centre de leurs échanges. Fleur lutte contre ses propres sentiments, consciente que son attachement à Lionel Lano pourrait brouiller son jugement. Pourtant, les faits s'imposent avec une insistance dérangeante. Joséphine, plus prudente, rappelle que le doute ne fait pas une preuve, mais elle ne peut nier que l'hypothèse gagne en cohérence à mesure qu'elle recoupe les éléments. Lionel, lui, traverse cette période comme un funambule sur le fil du doute. Il sent que quelque chose se joue derrière son dos, que des regards se croisent, que des silences s'installent quand il entre dans une pièce. Sa relation avec Juliette, autrefois source de stabilité, devient paradoxalement un facteur d'inquiétude. Il refuse d'imaginer qu'elle puisse être impliquée dans une machination aussi sombre, mais il ne peut ignorer le malaise grandissant qui s'immisce entre eux. Cette tension affecte profondément Fleur. Chaque sourire échangé entre Lionel et Juliette lui rappelle sa propre souffrance, mais aussi la responsabilité qu'elle porte désormais. Si Juliette est innocente, l'accusée serait une injustice irréparable. Si elle est coupable, se taire reviendrait à condamner Anouk. Ce dilemme moral la hante, la pousse à remettre en question ses certitudes, et à douter d'elle-même. Pendant ce temps, Anouk est confrontée à une pression directe. Les discussions avec la direction deviennent plus explicites, laissant entendre qu'une démission volontaire serait perçue comme un geste de responsabilité. Cette suggestion, à peine voilée, la révolte autant qu'elle l'épuise. Anouk se sent piégée entre deux mots. Sacrifier sa carrière pour apaiser la situation, ou rester et risquer de voir sa réputation détruite publiquement. Dans ce contexte, Fleur et Joséphine envisagent une stratégie plus audacieuse. Plutôt que de subir les événements, elles réfléchissent à provoquer une réaction du maître chanteur, à créer une situation qui l'obligerait à sortir de l'ombre. Cette idée est risquée, mais elle pourrait être leur seule chance de faire éclater la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Joséphine insiste cependant sur la nécessité de protéger Lionel, qu'elle perçoit de plus en plus comme une pièce involontaire de ce jeu dangereux. Lionel, sans le savoir, devient effectivement le centre d'une toile qui se resserre. Sa proximité avec Juliette, son amitié avec Fleur, tout concourt à faire de lui un lien stratégique. Cette prise de conscience, lorsqu'elle affleure chez Fleur, la bouleverse profondément. Elle réalise que les sentiments, aussi sincères soient-ils, peuvent être instrumentalisés avec une cruauté implacable. La journée s'achève sur une atmosphère d'attente oppressante. Anouk, seule dans son bureau, contemple un instant l'idée de céder, de tout abandonner pour mettre fin à ce cauchemar. Mais une autre voix, plus farouche, lui murmure qu'accepter le chantage serait une défaite définitive. Fleur et Joséphine, quant à elles, savent que leur prochaine décision sera décisive. Et tandis que la nuit enveloppe l'institut, chacun pressent que le moment de vérité approche inexorablement. La journée s'ouvre sur une impression d'urgence sourde, comme si chaque minute comptait désormais double. Anouk Revero sent que le piège se referme. Aucun nouveau message n'est arrivé, mais ce silence lui paraît plus violent que les menaces explicites. Elle connaît trop bien ce genre de stratégie, faire attendre, laisser le doute ronger, pousser la victime à prendre elle-même la décision la plus radicale. Dans ce vide angoissant, Anouk comprend que le maître chanteur attend qu'elle craque. De leur côté, Fleur Pessin et Joséphine Garnier passent enfin à l'action. Elles décident de tester leur hypothèse, non pas en accusant frontalement, mais en modifiant subtilement le cours des choses. Une information volontairement biaisée circule, un détail laissé à dessein à portée d'oreille, comme un appât discret. Leur objectif est clair, observer qui réagit, qui se crispe, qui cherche à reprendre le contrôle. Cette manœuvre demande un sang-froid extrême. Fleur, habituellement impulsive, se force à maîtriser ses émotions. Elle sait que la moindre maladresse pourrait se retourner contre elle. Joséphine, quant à elle, garde une distance presque clinique, consciente que la vérité, lorsqu'elle se dévoile, le fait souvent dans les réactions les plus infimes. Un regard fuyant, une question trop précise, un silence mal placé, tout devient indice potentiel. Au cœur de ce dispositif involontaire, Lionel Lano avance sans comprendre qu'il est observé de si près. Il ressent une tension diffuse autour de lui, mais l'attribue à la situation générale, à la pression qui pèse sur l'institut. Sa relation avec Juliette traverse une zone trouble, les échanges sont plus courts, les non-dits plus nombreux. Lionel tente de maintenir un équilibre, refusant de céder à la paranoïa.
Pourtant, Fleur ne peut ignorer certains signaux. La manière dont Juliette réagit à l'information laissée volontairement en circulation la trouble profondément. Rien de spectaculaire, rien de clairement incriminant, mais assez pour nourrir un malaise persistant. Joséphine le remarque aussi, quelque chose ne colle pas, comme si Juliette en savait plus qu'elle ne devrait. Cette impression ne suffit pas encore à parler de preuves, mais elle confirme que leur intuition n'était peut-être pas infondée. Pendant ce temps, Anouk est confrontée à un dernier échange lourd de sous-entendus. On lui fait comprendre qu'une décision rapide serait « dans l'intérêt de tous ». Ces mots, apparemment neutres, résonnent comme une condamnation déguisée. Anouk ressent une colère froide monter en elle, ce n'est plus seulement sa carrière qui est en jeu, mais sa dignité. Elle refuse d'être sacrifiée sur l'autel de la tranquillité apparente. À l'hôtel Jourdain, Milan Emery tente de se faire discret, conscient que chaque faux pas pourrait lui être fatal. L'incident avec la cliente continue de produire ses effets, et Milan sent que son avenir professionnel tient à un fil. Cette fragilité le rend paradoxalement plus lucide, il comprend à quel point les étiquettes peuvent coller à la peau, à quel point il est facile d'être réduit à une image simpliste. À l'institut, la tension atteint un point de rupture lorsque Fleur et Joséphine échangent un regard lourd de sens. Elles n'ont pas encore la preuve irréfutable, mais suffisamment d'éléments pour savoir qu'elles approchent de la vérité. Leur piège commence à fonctionner, une réaction imprévue, une tentative de contrôle trop évidente, confirme que le maître chanteur n'est pas aussi intouchable qu'il le croyait. Lionel, toujours inconscient de l'ampleur du jeu qui se trame autour de lui, ressent néanmoins un malaise grandissant. Il a l'impression d'être utilisé, déplacé comme une pièce sur un échiquier dont il ne voit pas les règles. Cette sensation l'irrite autant qu'elle l'inquiète, sans qu'il parvienne à en identifier clairement la source. La nuit tombe à nouveau sur l'institut, lourde de promesses et de menaces. Anouk sait qu'elle ne pourra plus reculer. Fleur et Joséphine, quant à elles, comprennent que le dénouement est proche, le masque va tomber, d'une manière ou d'une autre. Et dans cette attente électrique, chacun se prépare, consciemment ou non, à l'impact de la vérité qui s'annonce. La dernière ligne droite s'ouvre dans un silence presque irréel, celui qui précède les vérités trop longtemps contenues. Anouk Revero avance avec une lucidité douloureuse. Elle sait désormais que le chantage n'a jamais eu pour but de la faire parler, mais de la pousser à disparaître d'elle-même. Cette compréhension change tout. La peur laisse place à une détermination froide, celle de quelqu'un qui refuse d'être effacé par la lâcheté d'autrui. Au même moment, Fleur Pessin et Joséphine Garnier finalisent leur piège. Les réactions observées, les maladresses, les tentatives de reprendre la main ont dessiné un schéma clair. Ce n'est pas une preuve matérielle, mais une évidence comportementale. Le maître chanteur a laissé des traces trop nettes pour rester invisible. Joséphine, plus que jamais, insiste pour que l'affrontement se fasse sans violence, sans accusation hâtive, mais avec une fermeté qui ne laisse plus d'échappatoire. La confrontation, lorsqu'elle survient, ne prend pas la forme d'un scandale public. Elle est feutrée, presque intime. Les mots sont choisis, pesés, mais ils frappent juste. Juliette comprend qu'elle est démasquée non parce qu'on l'accuse, mais parce qu'on lui montre ce qu'elle a révélé malgré elle. Les coïncidences cessent d'en être. Les silences parlent. Le masque tombe sans éclat, mais avec une brutalité sourde. Dans cette révélation, Lionel Lano apparaît pour ce qu'il est, un simple pion, utilisé comme un lien affectif, un alibi émotionnel. La prise de conscience est violente. Il réalise que sa confiance a servi d'écran, que son amour a été instrumentalisé. La douleur est immense, mêlée de colère et d'incrédulité, mais aussi d'un sentiment de trahison qui le laisse sans voix. Anouk, informée du dénouement, ressent un mélange d'effondrement et de soulagement. La vérité n'efface ni la honte ni la peur vécue, mais elle rend à nouveau possible le combat. Elle comprend que son isolement était voulu, orchestré, et que résister n'était pas une erreur mais une nécessité. Le chantage perd soudain sa force. Sans l'ombre, il ne reste qu'un acte lâche exposé à la lumière. À l'institut, l'onde de choc est contenue mais réelle. Les regards changent, les certitudes vacillent. Fleur, en particulier, traverse un tumulte intérieur. Elle a vu juste, mais à quel prix? La satisfaction d'avoir aidé Anouk se mêle à la culpabilité d'avoir douté de Juliette, et à la douleur intime de voir Lionel brisé. Joséphine, plus silencieuse, porte le poids d'avoir conduit l'enquête jusqu'au bout, consciente que la vérité, même nécessaire, laisse toujours des ruines. Lionel, lui, encaisse. Il refuse d'être défini par ce rôle de victime manipulée. Sa colère est contenue, tournée vers l'avenir plutôt que vers la vengeance. Il comprend que se reconstruire passera par une distance nécessaire, par le temps, par la réappropriation de ses choix.
Cette lucidité, encore fragile, marque pourtant un tournant. Anouk fait face une dernière fois à la direction, forte de ce qui a été révélé. Sa parole n'est plus celle d'une femme acculée, mais d'une chef qui exige justice et reconnaissance. Elle sait que tout n'est pas réglé, que les conséquences administratives et humaines prendront du temps, mais elle a cessé d'être seule. Et cette simple réalité change tout. La nuit retombe sur l'Institut, différente des précédentes. Elle n'est plus lourde de menaces, mais chargée de cicatrices. Le maître chanteur est démasqué. Le jeu s'achève. Pourtant, chacun sait que les blessures, elles, mettront bien plus longtemps à guérir.